On est maintenant à notre troisième rencontre de la matinée, de la journée. J'ai envie de dire notre troisième inspiration. Hein? C'est inspirant ce qu'on entend là, de la part des gens qui présentent. On reçoit maintenant Jean-Philippe de Tonac. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bonjour à vous. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On se connaît pas beaucoup, de se Non, connaître un petit peu plus. On s'est déjà jasé il y a près d'un an, là. c'est ça. Je veux d'abord te présenter professionnellement, Oui, puis ensuite de ça, je te reviens, là, pour que les gens te connaissent un peu plus. Tu es auteur, ben, tu es en France, hein, tu es un Français. c'est ça. Oui, Tu es auteur, éditeur. Tu as publié une trentaine de livres qui rendent compte, chacun à sa manière, d'un souci chez toi impérieux depuis l'adolescence de t'incarner, d'habiter ce monde autrement qu'en zombie. Quelques livres le long de cet itinéraire de scribe, René Daumal l'Archange, biographie, Révérence à la vie, Conversation avec Théodore Monod, Acte Sud, excuse-moi, OK, Au jour du grand passage, ensuite, Que ferez-vous avec votre corps, Le bois d'Orion, Le cercle des guérisseuses et enfin, Éloge de la vulnérabilité des hommes. C'est surtout cela que tu vas nous parler aujourd'hui, je pense. Euh, Colloque sur la sensibilité masculine, Jean-Philippe. Je t'invite, si ça te tente de déposer. Comment tu débutes ta présentation? Dans quel état tu es là maintenant? eh bien, je me sens plutôt très bien dans ce moment de ma vie, après avoir quand même passablement travaillé sur moi-même. Euh, Disons que les conditions liminaires, les conditions initiales de l'existence n'étaient pas bonnes. Et puis je crois que nous sommes dans une société très malade et que nous avons tous un devoir de guérison qui pourrait peut-être permettre que la société guérisse elle-même. Mhm. Donc, si on prend très vite la mesure de cela, et ça a été mon cas dès l'adolescence, j'ai vu la montagne qui m'attendait, la montagne de travail, pour essayer d'être un individu moins peureux, moins lâche, Mhm. moins polluant, moins prédateur, etc. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment la trajectoire de ma vie, c'est rectifier, Ouais. rectifier, Ben rectifier, ouais. corriger, redresser. Oui, puis tu sais, ce que je comprends aussi, Jean-Philippe, euh, ta façon de participer à changer macro, c'était de travailler micro sur toi. Et c'est Oui, l'invitation que tu fais. Puis, oui, tu sais, moi, pourquoi je t'ai fait cette invitation-là? Il y a Claude Parizeau qui te connaissait, il m'a parlé de toi. Et là, je suis allé t'écouter à Métamorphose, l'entrevue. Moi, ce qui m'a touché, premièrement, ces hommes-là que t'as interviewés, de nous parler d'eux, nous donner accès à cette vulnérabilité-là, j'ai trouvé ça touchant, mais particulièrement ce que j'ai cru percevoir et comprendre, c'est la rencontre toi-même avec l'homme, ton rapport à l'homme en rencontrant d'autres gars et la vulnérabilité dans laquelle tu t'es aussi présenté dans cette démarche-là qui m'a touché, intéressé, parce que ça devient inspirant pour d'autres hommes. Et c'est de ça que tu vas nous parler là aujourd'hui, cette rencontre-là avec la vulnérabilité des oui, autres hommes et la tienne. oui. Tu as raison, Yvan. Ce sont des rencontres d'hommes vulnérables et qui, parce qu'ils perçoivent que l'interlocuteur est vulnérable aussi, acceptent en confiance de déposer, de témoigner. Au fond, quand on a commencé ces entretiens, on était tous très méfiants. Ah oui? OK. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler à des hommes de notre vie intime. Ça ne se fait pas entre hommes. Mhm. Et là, la possibilité existait parce qu'on avait en face de nous quelqu'un qui nous ressemblait. Mhm. Qui nous Il a ressemblait comme fallu dépasser cette méfiance-là pour y arriver, là, oui, Jean-Philippe. la méfiance est très grande, je pense, chez les hommes. Au fond, nous n'avons, nous les hommes, aucune confiance en l'homme. Mhm. Mhm.
À par rapport. s'ouvrir dans la vulnérabilité. Oui, oui, oui. Hmm. En- je n'ai pour ma part aucune confiance dans un thérapeute homme, dans un coach OK, homme, dans un OK, enseignant homme. Je vais aller prendre un soin ou un enseignement, mais avec méfiance, OK. sur mes gardes, sur mes gardes. Oui, 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 oui. Hein. Et je me suis aperçu que les hommes que j'ai rencontrés, il y en avait 14, étaient exactement dans cette même position de vigilance. Parce que Mhm, je pense que nous avons intériorisé le fait qu'en chaque homme, il y a une espèce de prédateur. mhm, mhm, Il y a un danger possible. mhm, Et mhm, même s'il ne le sait pas, même si je ne le sais pas non plus. mhm, mhm. Pas toujours conscient, cette Oui, peur-là. c'est ça. Hein. C'est ça qui t'a amené à vouloir faire ces rencontres-là? C'est de dépasser cette méfiance-là, cette peur-là des hommes? Oui, alors pour être honnête avec toi et les personnes qui nous écoutent, j'ai fait avant ce livre-là une enquête auprès des guérisseuses, au OK, fond, qu'on pourrait appeler les sorcières de notre temps. Je OK. suis allé voir des femmes qui soignent à partir d'un don un peu médiumnique ou autre. Et quand le livre est paru, j'ai fait beaucoup de conférences et on me posait toujours la question de savoir est-ce qu'il n'existait pas des guérisseurs, des hommes qui guérissent aussi. Et effectivement, je les avais exclus de mon livre. OK. Et la réponse que je faisais, dont j'espérais qu'elle contenterait un petit peu ceux qui me posaient la question, la réponse que je faisais était que je voulais rendre hommage à toutes ces femmes qu'on avait brûlées, aux sorcières. C'était donc un livre d'hommage à elles. Et en même temps, j'ai compris que ma réponse n'était pas satisfaisante. OK. Que si j'avais écarté les hommes, c'est parce que je n'avais aucune confiance en eux et que je devais réparer ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai enclenché le projet qui aboutit à ce livre qui s'appelle Éloge de la Mhm, vulnérabilité des hommes. mhm, C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse mhm, face à mon masculin. mhm. Il y avait une Mais démarche personnelle pour toi aussi de faire oui, face, comme tu dis, au masculin, à ta méfiance toi-même des hommes, en allant exactement. rencontrer, pas n'importe quel aspect des hommes, mais leur aspect vulnérable. Oui, oui, oui. Au fond, des hommes qui, comme moi, avaient raté, étaient tombés, avaient peut-être trahi, avaient été en échec, mais qui, conscients de ces difficultés-là, avaient décidé de travailler sur eux-mêmes. C'est Hmm. le critère que j'ai mis en avant pour trouver OK. ces hommes, c'est qu'ils avaient tous décidé, au lieu de sombrer comme d'habitude dans l'alcool, la violence, les stupéfiants et autres, ils avaient décidé humblement de faire face à leur vulnérabilité d'hommes. Hmm. C'est ce qui nous a fait tout de suite, c'est ce qui a créé la sympathie, l'empathie entre nous. Hmm. Hmm. Ce travail-là qu'ils ont accepté aussi de faire eux-mêmes, là, sur leur Oui, vulnérabilité, ça a été ça ton critère de rencontre, là, je comprends. Ah oui. c'est ça. Puis Oui, c'était ton besoin, dans ce que je comprends aussi, faire cette rencontre-là, pas d'une façon défensive et méfiante, malgré la méfiance. Vous avez pu dépasser ça, là. oui, oui, tu as raison. C'est vraiment une demande personnelle. C'est pas pour faire un livre sur les hommes. Ben oui. C'est pour essayer de guérir quelque chose en moi. Hmm. Une peur. Tu vois, être un homme et avoir peur de l'être. Avoir peur de s'étaler, de prendre sa place. Avoir peur. Mhm. Se méfier de soi-même. Mhm. C'est terrifiant de vivre comme ça. Avoir peur des hommes à l'extérieur, puis avoir peur de toi comme homme, de te laisser Exactement. vivre comme homme. C'est ça l'impact. Exactement. Ouais. Ah. Et qu'est-ce que tu as découvert dans ces rencontres-là? Qu'est-ce qui t'a frappé chez ces hommes-là? Alors, beaucoup de choses, évidemment, mais je dirais que tous ces hommes, et moi compris, dans une société patriarcale qui aurait dû nous offrir les meilleures places, nous s'occuper de nous chouchouter, hein, puisque nous sommes des hommes, en réalité,
la société patriarcale nous a donné des rôles très étroits. Elle a fait de nous des caricatures dans lesquelles nous étouffons. Hmm. Je pense qu'une grande partie de la violence masculine s'explique parce que les hommes sont encagés dans des rôles que la Hmm. société leur a administrés. Hmm. Être le bon père, le bon fils, le bon mari, le bon Hmm. chef d'entreprise, etc. Alors que nous sommes humains et défaillants par définition. Mhm. Donc au fond, l'homme n'arrive pas à tenir son rang. Il aimerait être autre chose. Il aimerait pouvoir assumer finalement l'ombre et la lumière de sa condition. Donc je crois que ce qu'on a repéré très vite entre nous, c'est ce sentiment d'une asphyxie, à être Oui. un homme asphyxié dans sa condition masculine. Là, un système qui le place comme un roi, puis en fait, c'est pas ça que les hommes que tu as rencontrés vivent, un sentiment de bénéficier tant que ça de ce système-là, là. Au contraire, là. Exactement, exactement. Ouais. Donc je les qualifie un petit peu, les hommes, dans mon introduction, de dindons de la farce. Je ne sais pas si Oui, l'expression est québécoise, oui, oui. oui. Voilà, au fond, ils pensaient avoir hérité des meilleures faveurs, des meilleurs rôles, et au fond, c'est eux qui se sont fait avoir. Ouais. Des hommes qui étaient conscients de ça, Jean-Philippe? Oui, oui, oui. Et on OK. partageait tous ce sentiment qu'il fallait qu'on réinvente notre condition OK. par un énorme travail. Au fond, tous ces hommes partageaient ce sentiment que pour se sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient, c'était au prix d'un immense travail sur eux-mêmes. OK. Et, et donc le livre partage au fond toutes les expériences que ces hommes ont fait pour essayer d'élargir la maison masculine. OK. Élargir. Donc, les hommes que tu as rencontrés reconnaissent l'état de la maison masculine, Oui, que ça leur convient pas comme personne, et ont fait un cheminement pour changer ça, cette oui, situation-là pour eux. oui, oui. Et dans toutes les fonctions, toutes les situations où l'homme se trouve en difficulté, que ce soit en tant que fils d'un père, que ce soit en tant que père d'un fils, que ce soit en tant que compagnon d'une femme ou d'un homme, que ce soit comme être solitaire, que ce soit comme personnage social, voilà, dans tous les registres. Dans tous les rôles. Tous les rôles étaient mis en question. Oui, oui. Rien ne fonctionnait, la sexualité non plus. Tout était, tout était une posture qui sentait l'imposture masculine. Hmm. C'est ça que profondément ces hommes et moi-même avons partagé, d'être des hommes dans des rôles attribués qui ne nous conviennent pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Si on refuse ces rôles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Hmm. propose? Alors ça, c'est tout un cheminement Hmm. courageux. Il faut beaucoup de courage pour dire non et chercher une proposition nouvelle. Ben, tu sais, j'aime ça que tu nommes le mot courage parce que dans ce que je comprends, toi, ça t'a demandé du courage d'aller avec ta méfiance d'homme vers d'autres hommes. Puis je soulignerai une autre chose avec laquelle je suis touché dans ça, Jean-Philippe, c'est que malgré ta méfiance d'homme, tu as accepté de t'ouvrir avec moi, qui est un homme aussi. Oui, oui, mais le livre, tu sais, comme chaque fois que je fais un livre, c'est vraiment thérapeutique, c'est vraiment une démarche thérapeutique. Donc, avoir écouté 14 individus me raconter leur vie et leur malheur, et le travail, et le mieux-être, je t'assure que ça impacte. Hmm. Donc, on s'est guéri mutuellement dans cette affaire. Ça t'a transformé toi-même. Ah oui, 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 je pense que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'homme que je suis aujourd'hui grâce au travail qui a été fait avec eux. Parce qu'on a fait Et, des... Parce on a bossé vraiment, hein. Enfin, tu vois, c'est pas du blabla simplement, on a bossé ouais. ensemble. Et ça, veux-tu maintenant nous en parler? Qu'est-ce que ces gars-là ont fait
pour transformer, pour sortir de cette prison-là. J'ai bien aimé, hein, l'imposture de la posture. Vous, les Français, des fois, vous avez une façon de nommer là, c'est délicieux. Et j'aime cette phrase-là. Et comment ces gars-là ont travaillé à transformer cette imposture-là? As-tu des exemples? Je vais recourir, si tu en es d'accord, à un exemple ou deux qui sont plus Tout parlants à fait. que de faire des généralités. Tout à Euh, fait. je vais prendre l'exemple d'un thérapeute qui est installé à Nantes, qui qui s'appelle Frédéric Le Moulec. Et l'histoire est très remuante. Au fond, son histoire raconte une détestation du fils pour le père, OK. tout de suite. Une impossibilité d'un dialogue, d'une compréhension, et donc deux hommes qui se regardent vraiment en ennemis. Et dès que la possibilité existe pour le fils de partir, de quitter la famille, de quitter le père, il part, il part, il part comme si il mettait à mort son père. C'est fini, quoi. Tout est fini. Et le père est un homme qui lui aussi a probablement de grandes souffrances en lui, mais qu'il n'a pas pu partager. Ça, ce sont les générations avant les nôtres hein, qui gardaient tout, voilà, sur le cœur. Encore plus dur. On ne partageait rien, on n'allait pas voir le thérapeute, on ne parlait pas aux compagnons ou à la compagne, aux enfants. On mourait avec tous les secrets sur le cœur. Enfin, effrayant. La condition masculine, je crois, Et est... en transmettant ça aussi avec du père au fils, là, dans ce que tu dis, là. Voilà. Et donc là, si tu veux, dans cette histoire, le fils s'en va pour ne jamais revenir. Et le père, qui évidemment est meurtri par ce départ, ne sait pas évidemment envoyer une lettre à son fils. Tu sais, comme ces hommes, ils sont incapables d'écrire une lettre, de téléphoner, de dire j'ai mal, viens, je peux pas vivre sans toi. Il peut pas dire ça. Alors le temps passe, et puis un jour le père meurt. Et quand OK. le père meurt, Frédéric dit, de toute façon pour moi, il était déjà mort depuis longtemps. Et il se rend à l'enterrement et tout d'un coup, il ressent là, au niveau de la base de la nuque, la première vertèbre cervicale s'appelle l'atlas. Il a une douleur extrêmement aiguë au niveau de l'atlas. Et il a l'impression que c'est peut-être le stress, la mort du père, etc., que ça va passer, mais la douleur s'installe. Comme souvent, la douleur s'installe pour vous dire quelque chose. Et tant que vous n'avez pas entendu, elle reste là. Et donc, la douleur s'installe une semaine, deux semaines. Il va voir un ostéopathe, la douleur est là. Il va voir plusieurs thérapeutes. Ça ne change rien. Jusqu'à ce qu'on lui parle d'une d'une femme qui soigne avec des dons et qui est capable de probablement de lui apporter un soin et un soulagement. Un soulagement. Donc il prend rendez-vous avec cette femme qui commence à lui faire un massage et quand elle pose, il est à plat ventre, quand elle pose ses mains sur son dos, le haut de son dos, elle lui dit, ah, vous savez, vous allez me prendre pour une folle, mais là où j'ai posé mes mains, je sens votre père. Je sens votre père. Alors, je vais faire ça court maintenant. Hein, je vais raconter, je vais accélérer le mouvement cinématographique là. Non, Et, mais ça m'intéresse parce que c'est à travers son corps, là, puis une douleur corporelle qui a un travail vers le père, là. et tu sais, l'Atlas dans la mythologie grecque, c'est celui qui porte le monde, l'Atlas. Ah oui, OK, c'est vrai. Et le père, c'est celui qui porte le monde du fils, en principe. Et là, les fonctions n'ont pas été remplies. Et il a mal à l'Atlas. Et à partir de cette douleur à l'Atlas, il va entreprendre tout un cheminement. Il va mener une enquête sur ce père. Il va comprendre que le père était un homme qui avait vécu des choses absolument atroces et que le père de son père avait vécu des choses atroces aussi. Il fait l'histoire généalogique des pères et il s'aperçoit qu'il est l'héritier du malheur des hommes. Il Et le avait travail, besoin de connaître, là. Il avait besoin de connaître, d'entrer en relation avec le père et la lignée des hommes de sa famille, là.
Et tu sais que c'est allé jusqu'à ce que le père parle dans la mort, il faut y croire, hein, parle dans la mort à son fils et qu'il se réconcilie dans la mort. Et Mm. le fils en est transformé. Le fils, à l'époque, il travaillait dans la publicité et il change complètement de vie et il va devenir thérapeute. Il a soigné son père. Mm. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il aurait pu le faire pendant la vie. Mais pour les hommes, c'est impossible. Mm. Avoue, Yvan, que c'est déchirant. Enfin, ces situations sont absolument déchirantes, insupportables. C'est triste, c'est triste. Tu sais, juste l'image que tu avais tantôt du fils qui part, blessé, qui s'en va, puis du père qui en souffre, puis qui dit rien, qui reste là avec sa souffrance, c'est triste. C'est affreux, affreux. Mais c'est une histoire banale, tu sais, l'histoire de Frédéric Lemoulec, elle est banale. Ça arrive, le divorce entre le père et le fils, c'est le livre de votre auteur, comment est-ce qu'il s'appelle? Guy Corneau, Guy Corneau, ouais. Père Père manquant, manqué, fils fils manqué. manqué. Donc, ça fait bien longtemps que les thérapeutes ont compris qu'il y avait un désaccordage. Le père étant lui-même dans une espèce de naufrage existentiel, n'arrive pas à transmettre au fils les valeurs fondamentales, et le fils reproduit, et ça se répète de génération en génération. Mais avec l'exemple que tu amènes, ce que j'aime, Jean-Philippe, c'est que il est jamais trop tard. Non, C'est jamais. dommage que ce soit pas passé vivant, mais il a réussi à retrouver cette paix-là quand même avec son père. Tu as raison, ça c'est une vérité fondamentale pour nous tous. Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. C'est une vérité de notre condition humaine. C'est que quand on commence le travail, on le commence jamais en retard. On le commence toujours au bon moment. Hmm. Toujours. T'en es un exemple aussi, tu sais, où est-ce que là, tu as décidé, après ton livre sur les guérisseuses, de toi faire ton travail avec concernant la relation aux hommes. Fait que ça finit pas, là. C'est Voilà, encore tu vois, possible. j'ai attendu quand même un certain nombre d'années. Regarde, j'ai des cheveux quand même qui témoignent qu'il y a un certain nombre d'années qui se sont passées. C'était le sujet le plus difficile pour moi, la condition masculine. Ouais. J'ai fait beaucoup d'enquêtes, mais le masculin, c'était difficile, vraiment difficile. Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui t'ont inspiré aussi puis qui ont réussi à trouver cette paix-là dans la relation aux hommes, Oui, oui, oui. Ah ben, ils dans m'ont ces tous. hommes-là? Ceux que j'ai conservés dans mon livre, c'est ceux qui m'étaient le plus sensibles. Je vais prendre un autre exemple. Oui. Euh, c'est un, bon, c'est aussi un Breton. Euh, il s'appelle Pierre-Yves. Oh, j'ai un trou tout d'un coup. Ça va me revenir. Il est aujourd'hui, Pierre-Yves. voilà, il est aujourd'hui thérapeute en énergétique chinoise. Il fait de l'acupuncture. Il a appris la médecine chinoise. Il est installé à Brest, en Bretagne. La première fois qu'on se voit, on ne se connaissait pas. On a un rendez-vous au Halles à Paris. Tu vois un peu les Halles, c'est ce grand Oui. espace qui est aujourd'hui dévolu aux magasins. Ce sont des grands magasins, là, de luxe, Voilà. là. Et donc, je vois surgir ce grand garçon. Bon, il est pratiquant des arts martiaux, donc il a développé son corps. Il est assez impressionnant. Moi, je suis plutôt assez chétif, comme ça, un peu maigrichon. Donc, bon, je vois une belle personne en face de moi. On cherche, Impressionnant un peu en même temps, hein, fait de sa stature. ouais, c'est ça. Donc, on cherche un café parce qu'on a besoin de s'installer, de parler. Moi, j'ai besoin d'enregistrer sa parole, hein. On trouve un café, on commande, le serveur vient, prend la commande, il commence son histoire et il se met à pleurer. Ah ouais. Mais ça faisait, je sais pas, 2 minutes qu'on était ensemble, Ben quoi. oui. Et les larmes commencent à couler. Je me dis, c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas possible. On peut pas pleurer comme ça tout de suite. Il pleure parce que il est obligé de commencer le récit de sa vie par le commencement. Et c'est au commencement qu'il y a un drame. Il est obligé de commencer par le drame. Je vais te le raconter, le drame. Mais euh, figure-toi qu'il ne me connaît pas, mais que c'est la première fois qu'il en parle. Wow. C'est pour te dire qu'à partir du moment où on s'est écrit, qu'on s'est reniflé, on a su qu'on appartenait à la même famille et qu'on allait pouvoir se dire des choses.
Tu as initié quelque chose là, avec lui là, d'important. Ouais. Et quand il vient au rendez-vous, c'est qu'il est déjà sûr qu'il va balancer tout, quoi. Il va dire ce qu'il ne peut pas dire. Alors, ce qu'il va dire, c'est la chose suivante. Il a 5 ans, il est dans la cour de récréation, et dans la cour de récréation de sa petite école, il y a un toboggan auquel on accède par un escalier, une échelle. Oui, oui, Donc, l'échelle monte sur une plateforme. Sur la oui. plateforme, il y a une maison en bois. L'enfant traverse la maison en bois et attaque le toboggan. Donc, il monte l'échelle, il franchit une espèce de rideau, il arrive dans la cabane et là, il y a 3 garçons qui l'attendent. Il y en a un qui le renverse comme ça, qui le plie en deux, un autre qui baisse son pantalon et un troisième qui enfonce un morceau de bois dans son cul. Ah ouais. Et ça, il n'avait jamais pu en parler. Et toute sa vie s'explique par cet abus initial. Il a répondu à cette violence initiale qui vient des hommes. Et en faisant mon travail d'enquêteur, en rencontrant d'autres hommes, j'ai compris que cette affaire d'abus entre hommes était assez fréquente, mais qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Les femmes ont commencé à parler, les hommes, je pense on va voir maintenant les hommes avouer un certain nombre de choses, mais pour les hommes, perdre la face comme ça, avouer qu'ils ont été maltraités, c'est quelque chose d'impossible. Hmm. Et comment vous pouvez-vous trouver la juste posture quand vous ne dites pas cette vérité gigantesque? Donc vous êtes condamné à l'imposture. C'est pour ça que j'insistais sur le mot imposture. Vous êtes un imposteur parce que vous ne pouvez pas occuper la bonne posture. Si vous ne parlez pas, si votre malheur n'arrive pas à être traduit par des mots, Hmm. S'il n'y a c'est pas la une condition. libération, s'il n'y a pas une libération de ce qui a pu marquer puis des souffrances reliées à ça, ça va Ouais, être dur d'avoir une posture juste. exactement. C'est le malheur de la condition masculine, hein, c'est de ne pas pouvoir parler. Hmm. Et de ne pas pouvoir habiter sa posture comme cet homme-là. C'est sûr que c'est bouleversant, là, l'exemple que tu as apporté, Jean-Philippe, d'entendre ça, là. Ah oui, oui, oui. Moi, ça m'a. Je pleurais avec lui au bout d'un moment, hein. Ah Tu vois, ouais. c'était effrayant. Ben, moi, ça m'éveille deux émotions. Tu sais, ça m'éveille une frayeur, une peine pour cet homme-là, puis une colère Ouais, de l'abus de ces trois garçons-là, innocents de ce qu'ils ont fait là, tu sais, là, mais d'une méchanceté, là. ouais. Et tu vois, au départ, pour répondre à cette violence, il s'est orienté vers les arts martiaux et des arts martiaux de plus en plus violents. Il était dans l'enchaînement de la violence, dans le cercle vicieux de la violence. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a cassé ce cercle et qu'il a compris qu'il fallait qu'il travaille sur lui. Hmm. Qu'il n'allait pas tuer ces 3 garçons. Même s'il les tuait, ça réparerait rien dans ce monde. Que le mal est beaucoup plus grand et qu'on ne peut changer ce monde qu'en changeant moi. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut même pas tuer son criminel parce qu'il y en a d'autres, il y en a partout. Hmm. Des tueurs, il y en a partout. Hmm. Il a Donc, choisi ouais, la posture des arts martiaux puis de la violence pour tenter d'exorciser ce qu'il a vécu puis toute la frayeur qu'il a vécu. ouais, Et ça l'a pas libéré. Ce qui l'a non, libéré, c'est un autre chemin. c'est un autre chemin. Ouais. La thérapie, le changement. Le retour Et vers soi, l'accueil de ce qu'il a vécu et la capacité de partager ça avec un autre homme aussi. ouais. Donc voilà, j'ai retrouvé son nom, c'est Pierre-Yves Crégnoux, thérapeute à Brest et un homme, je trouve, exceptionnel parce qu'il est encore très jeune. Il a moins de 40 ans. Je pense que cet homme, avec les années, va prendre de l'épaisseur, de la force, de la verticalité. Ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir de voir ces hommes-là. Hmm. On peut vraiment, c'est ce qu'il faut expliquer là aux gens qui nous écoutent, on peut transformer le plus mauvais terrain en un terrain de vie. Hmm. Mais le plus horrible terrain peut être transformé. Hmm. Puis ce que je trouve beau dans ce que tu viens de nous raconter là,
c'est que ça transforme deux terrains en même temps. Oui, Le sien et le tien. ouais, ouais, absolument. Cette rencontre-là. Rencontre entre deux hommes qui se livrent dans la vulnérabilité, réparent deux terrains et améliorent une posture. Ouais. Il faut imaginer, tu vois, dans ce grand Paris bruyant, il se passe tellement de choses, deux hommes devant, l'un devant l'autre, dans un café, l'un pleure, l'autre écoute, et ils sont en train de transformer quelque chose, tu vois, dans ce moment-là intime, infime, quelque chose dans l'univers se transforme. Quelle beauté! C'est vrai. Je trouve ça bouleversant. Ouais. Ouais. Un Comme moment ce que tu simple. fais là, Yvan, comme ce que tu fais, Yvan, là, Oui. ce que tu es en train de proposer, c'est exactement ça. Tu vois, c'est cette possibilité que les hommes montent à la parole avec humilité et fierté, fierté d'être des hommes. Tu fais un travail aussi qui est très thérapeutique, très bénéfique. Ouais. On Ben, te merci, remercie pour ça. merci Jean-Philippe et merci d'y participer, là. Moi, tu sais, déjà les deux histoires que tu viens de nommer, je trouve ça beau, inspirant. Puis pendant que tu racontes ça, hein, ça se fait tout seul, Jean-Philippe. Je pense, moi-même, ça m'amène là aux histoires qui, moi, m'ont forgé comme homme renfermé, Ouais, comme homme violent. Moi, j'ai été violent toute mon adolescence et jeune adulte. J'ai fait des sports violents, mais tout ça parce que j'avais peur de la violence des hommes et j'ai voulu m'en protéger. ah Et ben c'est voilà. pas ça qui m'a libéré, c'est au contraire des rencontres vraies avec d'autres hommes, puis je trouve ça touchant et inspirant, puis touchant aussi je reviens avec ça, Jean-Philippe, je trouve ça touchant aussi l'impact sur toi. Mm. Ouais. Ouais, j'aimerais te prendre dans mes bras là, Yvan, tu vois. Mm. Ouais, ouais, mais c'est à la fois une sensation de réconfort de rencontrer ces hommes et des hommes comme toi, et puis en même temps un sentiment d'impuissance parce que si 1% des hommes sont en train aujourd'hui de réaliser que ça ne va pas, tous les autres continuent dans le même sens. Et souvent, ceux qui dirigent le monde sont dans une surdité à leur état intérieur. Mm. Et la possibilité que ce monde aille mieux n'existe pas tant que ces hommes qui dirigent n'ont pas ce regard critique sur eux-mêmes, sur leur imposture. Mm. Donc ça fait peur. Mm. Il y a tout un besoin, une solution, un espoir à travers le travail que les hommes ont à faire, Oui, à récupérer ce qui les ont marqués, puis à sortir du silence, là. C'est ça que oui, tu dis. Même si je suis pas sûr, Jean-Philippe, mais quand même, j'ai été une dizaine d'années à aller donner des conférences en Europe. oui, Il y a ici quand même un mouvement qui est installé depuis longtemps. Puis je le voyais juste dans les conférences. Ici, dans les conférences, moi, ma clientèle, il y a beaucoup d'hommes. Et en France, il y en avait moins. oui. En Europe, il y en avait moins. Puis dans le sud de la France, c'était impressionnant. Il n'y en avait pas du tout. Aucun homme qui participait aux ateliers ou aux conférences. Alors, tu Comment? sais, je vais te dire quelque chose, Yvan. J'ai fait une conférence il y a un mois et demi dans la petite ville où je viens d'arriver, qui s'appelle Uzès. Uzès. Donc, il y a 9000 personnes qui habitent à Uzès. Et autour, il y a un bassin de population de 30 000 personnes. OK. Donc moi, je donne une conférence dans une librairie qui s'appelle la librairie de la Place aux Herbes, petite librairie. Il y a un public où il y a peut-être 80 personnes. Et puis, je fais une conférence sur mon livre, hein, Éloge de la vulnérabilité des hommes. Donc dans la salle, il y a peut-être autant d'hommes que de femmes. Et donc, comme avec toi, je parle des hommes que j'ai rencontrés, des travaux qu'ils ont entrepris. Et à la fin de la rencontre, il y a un homme qui lève la main comme ça et qui dit vous avez parlé des cercles d'hommes, mais est-ce qu'il serait possible d'en créer un ici? Alors, je n'allais pas dire non, évidemment. Je dis ben, top là, créons un cercle. Et ce type-là mobilise très rapidement un réseau d'amis plus les hommes qui étaient présents à la rencontre dans la librairie. Et je t'assure, 3 semaines plus tard, on est chez lui à 20 heures
on est 13 et l'aventure commence. Wow. Et on est à la deuxième session. Tu vois, un mois plus tard, là, il y a 3 jours, on a eu la deuxième session dans une autre maison. Donc, on passe d'une maison à l'autre Ouais. et on était encore 12. Et la qualité, donc c'est des hommes un petit peu âgés, je pense que c'est entre 50 et 75 ans, me semble-t-il. Mais la qualité des dépositions, des témoignages était incroyable. Une qualité d'écoute incroyable entre hommes. Tu es en Donc, train d'initier quelque chose, là. Tu es en train d'initier un mouvement, là. oh non, mouvement non, je crois pas. Je crois que les hommes sont prêts, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts. Tu inities un mouvement avec des gars prêts. Oui, oui, moi, je mets pas de croisade contre ceux qui sont pas prêts. Non, quand les fruits sont mûrs, on pose juste la main dessus et ça vient, quoi. Ben, je pense que c'est là qu'on initie quelque chose. On peut pas le faire s'il n'y a pas du monde prêt, comme le colloque, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a une histoire d'un autre gars que tu as rencontré qui pourrait être aussi inspirante? Euh, ouais, alors, vers quoi je vais aller? Oh, je peux te raconter l'histoire de Erwan Kavarek. Bon, c'est encore un breton, mais bon, c'est par association hein, que je reste pour l'instant On au Maroc. généralisera pas que c'est tous des Bretons là, qui ont besoin de travailler sur eux. Ah non. Mais je les prends parce qu'ils sont porteurs de problématiques très, très riches, tous les trois. Oui. Erwan est un garçon qui est pas à l'aise dans sa famille, qui est pas à l'aise à l'école et qui fait souvent l'école buissonnière. Et quand il fait l'école buissonnière, il part dans la forêt. Il habite donc à côté de la forêt de Brocéliande. Il part dans la forêt, il passe son temps dans la forêt. Et il établit vraiment une connexion avec cet environnement beaucoup plus subtile qu'avec le monde humain. Et puis, il va être amené à affronter finalement l'échec de sa condition d'homme parmi les hommes et la réussite d'un homme dans la nature. Hmm. Il y a une espèce de contraste qui se fait entre son échec parmi les hommes et la familiarité, le dialogue qu'il arrive à établir avec le monde naturel. Hmm. Et on sent chez lui, j'ai passé du temps avec lui, je voyais les oiseaux, il y avait un corbeau, il y avait la façon dont les chevaux venaient vers lui, la façon dont le chien semblait parler avec lui. Enfin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de, Ouais, de ouais. très spécial avec lui. Et aujourd'hui, il est devenu donc élagueur. Donc, il coupe les branches des arbres. Donc, il travaille pour les sociétés privées ou les particuliers. Et il mène des groupes de gens dans la forêt. Donc, il a fait de son insuccès, de son échec, sa vie. Ce qui était regardé comme un échec par les humains qui étaient autour de lui est aujourd'hui sa force de vie. Hmm. Et ce qu'il est aujourd'hui, nous en avons absolument besoin parce qu'il est celui qui peut nous reconnecter à la forêt et à ses habitants. Son refuge est devenu son moyen de se transformer et de rencontre. Exactement. C'est un être vraiment très, très beau. Il est très jeune aussi. Il a une puissance, il a quelque chose, ce garçon. Il a publié un livre déjà lui-même avec une amie. Et je pense qu'on va entendre parler d'Erwan Kavarek. Hmm. Merveilleux garçon. Mhm. Ce qui est frappant hein, quand tu parles des rencontres que tu as faites, c'est l'affection que tu as pour ces hommes-là qui paraît. Et comment toi-même avais peur des hommes, tu as trouvé ces hommes-là beaux. Ouais, très beau. Ouais, c'est ça qui m'a guéri aussi, c'est leur beauté. Je crois que c'est la beauté qui nous guérit, hein. La beauté, on peut la qualifier comme on veut. C'est pas évidemment la beauté physique seulement. C'est tout un ensemble de paramètres qui te font dire cet être est beau. Il est beau parce qu'il a fait un travail de résilience. Il est beau parce qu'aujourd'hui, il est dans un chemin qui est un chemin d'enseignement pour nous tous. Il est beau parce que, voilà, pour toutes ces raisons,
Et Oui, mais ce que ton livre enseigne, c'est quand on rencontre la vulnérabilité de l'autre, on le trouve beau. je crois, ouais, je crois que accepter ce que l'on est, c'est une beauté. Encore une fois, sortir de l'imposture pour être vraiment ce que l'on est, ça provoque cet émoi, cette émotion. Ouais. Mm. Donc, tous ces hommes, ouais, que j'ai gardés dans mon livre m'ont profondément ému, tous avec leur parcours incroyable. Et ce qui caractérise aussi ce masculin, on retrouve un peu chez eux un peu les stakhanovistes, tu vois, de l'expérience spirituelle, de l'expérience de développement personnel. À partir du moment où ils ont compris que ça n'allait pas, ils n'ont pas arrêté de tenter ça, le tantra, le groupe d'hommes, ceci, cela. C'est, c'est peut-être pas la meilleure façon. Je crois qu'il faut être beaucoup plus calme quand on veut essayer de se soigner. Mais eux, avec leur tempérament masculin, ils ont essayé d'en faire des tonnes, Mm. tonnes. Mais ça aussi, c'était superbement émouvant de voir à quel point il voulait guérir, il voulait cesser d'être le mauvais fils, le mauvais père, le mauvais compagnon, etc., le mauvais vivant. Mhm. Et ils y allaient, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme intensité, mais qu'est-ce que tu as pu voir qui était le moteur, le fil entre ces gars-là, le moteur de cette intensité-là à vouloir autant? Là, c'est la souffrance. OK. À Ces partir du moment hommes-là où tu étaient arrêtes de te, conscients de leur souffrance. ouais, quand tu arrêtes de te mentir et que tu te fais face vraiment, tu vois ta misère, tu te vois misérable et tu en ressens une souffrance incommensurable. Et ça, il faut que ça s'arrête très vite, quoi. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui s'est coupé, là. Il faut aller vite chercher un sparadrap, de l'alcool. Enfin, il y a une urgence quand tu es là. Quand tu es rendu là, il y a une urgence. C'est pour ça qu'aussi la question écologique est si problématique, tu vois, Yvan. C'est que nous ne sommes pas dans la souffrance du monde. Le monde brûle, les animaux meurent. Les animaux meurent dans des camps de concentration, là où on les élève pour les manger, mais nous ne ressentons pas leur souffrance, donc nous ne pouvons pas agir. C'est ça qui est terrible, tu vois. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'urgence tant que tu ne ressens pas la souffrance. Ouais. Se connecter à la douleur de l'autre. Mais la douleur animale aussi bien est végétale, tu vois. Oui, Quand le feu, moi j'ai j'ai assisté à un compris. incendie dans une île grecque, un des plus grands incendies de ces dernières années en Grèce, et je ne suis pas très sensible encore, je travaille ma sensibilité, mais je comprenais bien que les arbres qui brûlaient devant moi, ça voulait dire des milliers de Jeanne d'Arc, tu vois, qui étaient en train de brûler dans les flammes, Hmm. des coléoptères, des papillons, des fourmis, des ratons laveurs, enfin, tu vois, des Ouais. torches vivantes. Et si tu n'as pas mal à ces êtres qui sont en train de brûler, tu regardes ça en disant, ah oui, c'est dommage, quoi. C'est dommage cette forêt. Mais c'est tout. Tu n'es pas concerné au profond de toi. Tu ne peux pas agir. Alors que ces hommes sont arrivés au lieu où la souffrance fait que tu ne peux rien faire d'autre qu'agir. Mhm. L'empathie et la sensibilité à l'autre devient important pour un moteur de transformation. Exactement, tu as bien résumé, exactement. Ouais. Mhm. La compassion, tu sais, souffrir avec. C'est vraiment l'étymologie de ce mot compassion. C'est ça qui permet l'action, c'est de souffrir avec l'autre. Mais pas intellectuellement. Il faut être vraiment. La souffrance te gagne, quoi. Qu'est-ce qui pourrait aider à augmenter la compassion, c'est-à-dire souffrir avec l'autre, avec ce que tu as vu? Je sais pas. Honnêtement, Yvan, c'est tout un processus C'est une lent. question là, que je t'ai lancée, hein? Je, je, je sais pas, tu sais, Non, il y a mais c'est des. parce qu'il y a quelqu'un qui vient de poser une question, parce que moi, j'ai des questions là, que le Ah, public d'accord. pose. Puis il y a quelqu'un qui a parlé, qui était d'accord que les dirigeants ont quelque chose à faire au niveau du travail sur eux pour être plus des dirigeants humains. Fait que c'est pour ça que avec ce que tu viens de dire, je me dis, qu'est-ce qui peut augmenter la compassion? Même si tu n'as pas une réponse scientifique, mais
tu as quand même vu déjà des gars augmenter leur compassion, puis toi, pour les gars, la tienne a augmenté. Comment on peut faire pour augmenter cette compassion-là, là? C'est un travail sur soi. Il Ouais, faut ouvrir une brèche dans la forteresse masculine, tu vois. Il faut ouais, cogner, là, faire une brèche, là. Tout est fermé, tout est clos. ouais. Et Peut-être aussi, tu me diras, peut-être un peu le modèle que tu as été, c'est-à-dire d'accepter de dépasser tes peurs, ta méfiance et aller à la rencontre de l'autre pour l'entendre dans sa souffrance et sa vulnérabilité peut augmenter, toi, ta compassion envers les hommes et c'est, la compassion tout court. oui, oui, oui. Il faut, T'es un peu ce modèle-là, là, je trouve. c'est gentil. Mais Mais c'est vrai. moi, je me caractérise par le fait que j'ai été vraiment un homme avec beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de peur. Mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai toujours pris mes peurs sous le bras et j'ai avancé. Et je sais que dans beaucoup de cas, les peurs s'enroulent autour des jambes et empêchent les gens d'avancer. OK. Dans mon cas, j'ai pris mes peurs et je suis allé. Et j'avais peur Je de trouve, tout, hein. je trouve J'avais que peur. ça n'est un moyen là, de pas être arrêté par les peurs. C'est Prendre pas les peurs facile. par la main. C'est pas facile, tu dis? Je crois que c'est compliqué. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, pour fonctionner comme ça. Peut-être parce que je souffre et que j'ai des urgences, tu vois. J'ai pas d'autre choix, peut-être, que d'avancer. Je ne sais pas. La vie a été quand même très difficile pour moi à l'adolescence. Et donc, il fallait que je fasse reculer cette souffrance. Donc, j'avais peut-être pas d'autre choix que d'aller voir, d'aller écouter, d'aller apprendre, de tenter des choses. Peut-être que ces hommes qui ne font rien ne souffrent pas assez, tu vois, je sais pas. C'est difficile, tu sais, d'ouvrir un homme, hein. C'est très difficile. Il faut un tire-bouchon spécial. Hmm. Ben, en tout cas, ton invitation que tu as fait avec ces hommes-là a été un tire-bouchon qui a fonctionné. Parce que ne serait-ce que ce gars-là au hall qui s'est assis puis qui s'est ouvert, le Ouais, contact que tu as eu avec lui, les autres hommes que tu as rencontrés, toi que tu as dépassé, il y a quand même un mouvement que ça initie quand il y en a un qui commence par dépasser ses peurs puis y aller. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, je pense que c'est un bon exemple. Ouais. Si on ose aller vers l'autre avec nos méfiances, il peut se passer quelque chose. Avec nos méfiances et notre propre vulnérabilité. Comme Ouais, homme, moi, je peux te dire que dans les groupes que je rencontre, quand moi je parle de moi, les hommes ont envie de faire pareil et viennent vers moi pour le faire. voilà. Mais ça a demandé que moi je m'ouvre le premier, Oui, moi je prenne le risque. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui, en 2024, sont prêts à baisser l'armure, à tomber l'armure, à tomber le masque et à dire aidez-moi, je suis perdu. Aidez-moi, je suis perdu. Mhm. Comme le groupe d'hommes qui s'est formé après ta rencontre à la librairie, il était mûr, là. Ouais, ouais. Mais alors, vraiment, ils sont incroyables, ceux-là. Incroyables. Mhm. Mhm. Il y a quelqu'un qui te pose la question, euh, Oui. question personnelle. Tu seras libre de répondre ce que tu veux, hein. Je sais que la liberté, c'est important pour toi. Aimez-vous être un homme et en quoi votre vulnérabilité est devenue une force? Le début, c'est aimez-vous être un homme? Être un homme. Est-ce Ouais, que tu aimes être un homme? ouais. Alors, oui, bizarrement, après avoir déposé, j'aurais pu peut-être être un homme attiré par la transidentité, changer de bord, etc. Mais au fond, ma philosophie me fait penser que si je viens dans cette vie, dans cette famille, dans ce corps, dans cette condition, dans ce genre, je dois les épouser. Et c'est pour ça que tu as introduit, tu m'as présenté à partir de la problématique de l'incarnation, tu te souviens? Oui, 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 tout à fait. Voilà, ça c'est une constante chez moi. Incarner, ça veut dire, tu sais, comme les poupées russes, les matrioshka, tu vois, la petite dedans, une plus grosse, une plus Oui, grosse, une plus grosse.
Mon principe de vie, c'est d'occuper déjà la plus petite poupée, puis la suivante, puis la suivante. Et puis un jour, c'est la poupée monde, puis après, c'est la poupée univers. Mais si tu rates déjà la première habitation, tu peux pas prétendre être un vivant dans le monde. Donc, dans, dans ce système de poupées, il y a une poupée qui est quand même la poupée homme. Et je crois que j'ai jamais eu de problème pour être un homme, pour aimer les femmes, pour bander, pour, pour être con comme un homme, pour être beau comme un homme, pour être moche comme un homme, enfin, pour épouser ma Pour être condition. globalement l'homme que tu es. Voilà. Hmm. Ça a été difficile, mais c'est ça que je voulais réussir, c'est être un homme, être un vivant et être un homme. Malgré ta méfiance des hommes, malgré ta grande peur des hommes, tu as toujours voulu quand même, puis t'as toujours voulu être quand même un homme. Oui, parce que j'ai dans l'histoire et dans la littérature, puisque je suis un écrivain, Oui. j'ai connu des gens qui n'existent plus, hein, mais j'ai connu à travers leurs livres. Je voulais être danseur aussi quand j'étais jeune. J'ai connu des danseurs qui m'ont fait trouver magnifiques les hommes. Euh, on s'en fiche d'être une femme ou un homme ou un trans ou peu importe, mais il faut épouser notre condition et parvenir à cette beauté, à cette justesse, à cette posture, quitter l'imposture pour la posture, qui qu'on soit, quel que soit le rôle qu'on a voulu occuper dans la cité. Donc, je suis né homme et je vais mourir homme en étant un peu moins malade que je ne l'étais. Euh, je pense que j'ai fait du bon travail. Hmm. Et Bon, en habitant. Oui, vas-y. non, je dis que l'amélioration est quand même minime, hein. Il ne faut pas se cacher les choses. Quand on a fait un grand travail toute sa vie, on a amélioré un tout petit peu la réalité. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais on a fait un petit peu quelque chose. Tu veux rester, dans ton message, tu veux rester réaliste, là. Ouais, C'est, on a tendance, nous les hommes, à s'en raconter. On ne change pas facilement les conditions initiales. La famille qu'on avait, les, les, les- les conditions de l'enfance, de l'adolescence, on ne change pas ça par un coup de baguette magique. hmm, hmm. On Qu'est-ce améliore que, un petit peu. qu'est-ce que tu nommerais qui, toi, comme homme, a changé un peu pour un impact important? Qu'est-ce que j'ai changé en moi? Quand tu dis qu'il y a un peu qui a changé, mais ce peu-là est beaucoup et riche, c'est quoi qui a changé comme homme pour toi? Eh ben, je suis passé de la détestation à l'amour de moi. Ah, wow. OK. De toi. Oui, de moi. Donc, je pense qu'autour de moi, ça induit beaucoup de possibilités nouvelles. Hmm, Un être qui se déteste provoque autour de lui beaucoup de distorsions, de crispations, etc. Et quand il s'aime, qu'il se respecte, il est davantage prêt à respecter le monde autour de lui. tout à Donc fait. voilà la réponse que je peux te faire, Yvan, hein. Ben, écoute, c'est un petit changement. Moi, je pense que c'est un gros changement que plusieurs êtres humains sont confrontés. Il y a quelqu'un qui demande, selon toi, euh, comment inviter les hommes plus jeunes à s'ouvrir et ainsi éviter les offres que le patriarcat est en train de commencer à lui imposer. Ah oui. Hmm. Peut-être en le faisant entrer dans un cercle avec des, des générations mélangées comme ça, les vieux, les jeunes, etc., qui pourraient s'écouter. Je pense que ça, c'est déjà une Au bonne. contact de d'autres hommes, en fait. C'est ça que tu dis. Ouais, ouais, je pense que Dans des assez tôt. cercles de parole, là. Ouais, je pense pourquoi pas dès l'adolescence, dès 16 ans, dès 17 ans, inviter une fois par mois ces jeunes gens à participer à des groupes où on parle, on Mhm, écoute l'expérience de l'autre, mhm. sans qu'il y ait de leçons qui soient données, simplement la règle de l'écoute. Je crois que là, pour un homme,
voir des hommes qui écoutent un autre homme, c'est profondément un enseignement spirituel considérable. Parce que l'homme, tu sais, hein, coupe la parole. L'homme a toujours l'impression qu'il a des choses plus importantes à dire que les autres. Donc il coupe, il coupe, il coupe tout le temps. Hein. C'est un geste blessant. C'est un geste comme s'il avait un couteau, là. Il coupe la parole. C'est très. Je pense pour les adolescents, c'est une chose habituelle que de voir des hommes qui coupent la parole aux autres, et surtout aux femmes. Mhm. Mhm. Et peut-être que la dynamique la plus bénéfique, c'est le cercle mixte, évidemment. Si des jeunes gens peuvent se mettre ensemble pour parler, si un garçon peut entendre une fille parler de ses règles, si Mhm. une jeune fille peut entendre un garçon parler de ses problèmes de masturbation, par exemple, je ne sais pas, Mhm. je pense que Mhm. on écoute quelque chose de vrai là-dedans qui peut vous impacter. Mais moi, je peux confirmer quelque chose dans ce que tu dis, ça me fait penser à ça, c'est que dans les groupes d'hommes que je fais ici, là, au Centre de relations d'aide de Montréal, il y a cette mixité d'âge-là. Ah, Et un commentaire qui a été parce qu'à un moment donné, on avait un groupe avec c'était vraiment, il y avait des jeunes dans la vingtaine, des jeunes hommes, et il y avait des hommes dans la soixantaine. Et les jeunes ont témoigné à la fin à quel point ça leur faisait du bien d'entendre parler d'hommes dans la soixantaine d'eux. Premièrement, ils n'avaient jamais eu accès à ça. Et ils pensaient même pas que ça existait. Intellectuellement, on le sait, là, mais ils n'avaient jamais rencontré ça. Et l'impact que ça a eu sur eux, là, ça leur a fait du bien, ça les a apaisés. Fait que ça rejoint un peu ce que tu as dit, ah puis oui, c'est une invitation pour eux, là. tout à fait, ouais, ouais, non, intéressant. Mm. Donc c'est peut-être une possibilité, il y en a d'autres, hein, mais c'est une possibilité. En tous les cas, il faut parler, il faut parler. Faut parler, puis créer, favoriser la relation, la Ouais, rencontre, puis l'écoute, comme tu as dit, hein, l'écoute, ça paraît simple, hein, mais se taire et laisser l'autre parler jusqu'au bout ouais, a un impact. Mm. c'est énorme ça. Mm. Ça a l'air de rien, mais ce sont des grandes victoires, ça. Ah ouais. On arrive lentement déjà vers la fin, Jean-Philippe, ça a passé vite. Je Ouais. ne sais pas si, en concluant comme ça, il y a un autre message que tu as envie de nous dire de cette rencontre-là avec les hommes que tu as eus, là. Eh bien, on a gardé quand même des liens, on est en relation, hein, tous là, on s'envoie des mots, on se revoit de temps en temps. Il y a une vraie communauté, un vrai cercle, un cercle vivant qui s'est créé entre nous. Donc c'est pas simplement le besoin de faire un livre, c'était vraiment on s'est trouvé quoi, on s'est retrouvé. Ouais, ouais. Et le fait de savoir qu'ils sont là quelque part dans le monde en train de travailler me fait du bien aussi. Mm. Donc c'est important aussi de se créer une famille, alors spirituelle, peut-être que le mot est trop fort, mais pourquoi pas. Il faut avoir une famille spirituelle dans le monde qui vous Ouais, aide, qui vous ouais. soutient, parce que le travail est trop grand pour chacun d'entre nous. Mhm, C'est mhm. trop gigantesque. Créer la rencontre avec d'autres hommes, c'est ce que Oui, je retiens, puis de l'entretenir, cette rencontre-là aussi. exactement. Ouais. Ouais. Jean-Philippe, ça a été court quand même, ça a passé vite. Moi, j'ai aimé ma rencontre entre hommes avec toi. Moi J'ai eu aussi. le sentiment à un moment donné qu'on jasait tous les deux. Tu sais, en étant de mon côté conscient qu'il y avait d'autres gens qui écoutaient, je voulais te remercier de ça. On jasait. Alors c'est joli cette expression, j'aime beaucoup. On jasait tous les deux. Ouais. Ah ouais, ok, c'est pas fréquent de dire ce mot-là. Puis j'aime ça aussi entendre l'influence, malgré toi, même si c'était pas le but, l'influence que tu peux avoir là avec ton travail de Ouais. dépassement, avec ton livre, pour d'autres hommes en Europe, tu sais, qui sont mûrs là, qui Mûr. sont. Ouais. Est-ce que tu l'as ton livre avec toi? Peux-tu nous le montrer ou tu l'as pas avec toi? Non, il n'est pas là. Non. OK. Ben, c'est l'éloge de la vulnérabilité. Ouais. Il y a Je peux d'autres aller le gars. chercher, mais ça va m'obliger à Non, c'est partir. correct. Merci encore, Jean-Philippe, puis Merci peut-être Yvan pour l'invitation. à une prochaine. C'était un vrai plaisir hein, de Oui. recevoir tes questions.
Je suis content que ça ait été une rencontre positive pour toi entre deux hommes et un autre homme. Ouais, il y a beaucoup de douceur en toi, ça fait ça, on se sent très bien. Mhm. Profite bien du Sud. Oui, bonne continuation. Merci, Jean-Philippe. Donc, on a déjà fini notre dernière avant-midi. Ça va quand même. Est-ce que c'est cette caméra-là? Je suis sur le banc? Non, c'est l'autre? C'est celle-là, OK. Merci, Sébastien. C'est ça, on a déjà fini notre dernière avant-midi. Ouf. Je sais pas pour vous, là, mais des belles rencontres. C'est le mot qui me vient en pensant aux rencontres de ce matin. C'est des rencontres avec beaucoup de tendresse, beaucoup de dévoilement, beaucoup d'implication, beaucoup de douceur et qui inspire. Et c'est le mouvement qu'on a besoin de continuer à faire avec cette roche-là lancée dans l'eau. On va reprendre à 12h45 avec la deuxième table de parole, table ronde avec le panel des gars, avec Sébastien qui va venir nous en parler. Ensuite, Gilles Tremblay, qui va être en personne ici, qui va aussi nous donner sa partie de l'histoire de la condition masculine au Québec. Il y a Martin Léon, notre porte-parole, qui va venir nous faire un témoignage, va être aussi en présence dans le studio, puis avec qui on va faire ça sous forme d'échange. Il y a Jean-François Soucy de Homme Québec. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mon petit sigle Homme Québec ici, euh, qui va venir nous parler des groupes d'hommes Homme Québec au Québec et en Europe, et j'ai su ça aussi. Puis à la fin, ben, je vais vous parler de ma conférence de la honte masculine à la dignité humaine. Bonne pause et on se retrouve tantôt.